Reggie Kray. En 1963, les jumeaux Kray ainsi que le reste de l'assistance du nightclub regardèrent l'affaire Profumo éclater. John Profumo, ministre dans le gouvernement Macmillan, fut compromis par ses frasques avec les call girls Christine Killer, une beauté brune, et Mandy Rice Davis, une bombe blonde. Les filles, à leur tour, avaient des liens avec un diplomate soviétique basé en Angleterre. Le scandale Profumo se tassait à peine quand l'Angleterre fut à nouveau ébranlée, cette fois par l'attaque audacieuse à la manière militaire d'un train transportant pour plusieurs millions de livres de vieux billets destinés à la destruction. Les jumeaux Kray, à qui on avait à l'origine proposé de participer à l'attaque, refusèrent pour une raison inconnue. Le 8 août 1963, au milieu de la nuit, une douzaine de gangsters prirent d'assaut le train postal voyageant de Londres à Glasgow et en l'espace d'une demi-heure déchargèrent 2,5 tonnes de billets de banque usagés pour une valeur d'au moins 60 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Pour les Kray, être restés en dehors du coup fut une chance puisque les gangsters furent rapidement encerclés et envoyés en prison pour 30 ans ou plus. Aujourd'hui, les membres du gang surnommé The Great Train Robbers, les voleurs de train, sont soit toujours en prison pour d'autres crimes, soit morts, à l'exception d'un seul, Ronald Biggs, qui vit toujours au Brésil après y avoir fui il y a 30 ans à la suite d'une évasion. Pour les jumeaux Kray, le prochain gros coup était un projet immobilier douteux au Niger. Par ce biais, Ronnie Kray entra en contact avec le politicien travailliste bisexuel Lord Bosby. Ronnie voulait que Bosby l'aide à financer le projet nigérian. L'un des tabloïds anglais mit la main sur des photos des deux hommes lors d'une réunion d'affaires et dévoila toute l'affaire sous le titre « Le père et le gangster ». Lord Bosby attaqua le journal et obtint 40 000 livres de dommages et intérêts. La médiatisation de l'affaire aida à propulser les jumeaux Kray et surtout Ronnie vers la célébrité. Malgré la grande notoriété de son homosexualité, Ronnie Kray était néanmoins susceptible à propos de ses préférences sexuelles. Le gangster George Cornell, un homme au cou taurin décrit par certains comme un salaud sadique, aimait étiller Ronnie Kray à propos de son homosexualité. Les Kray avaient une autre raison de ne pas apprécier Cornell. Ils le croyaient responsable du massacre de leur cousin Dickie Hurt. Les jumeaux Kray conçurent une animosité grandissante envers un gang rival basé au sud de la Tamise et appelé les frères Richardson. Une guerre se préparait entre les deux groupes et un vieil ennemi des jumeaux Kray appelé George Cornell, qui s'était allié aux Richardson, buvait dans un pub de l'East End appelé The Blind Beggar. Apparemment, George Cornell avait dit quelque chose à que Ronnie Kray était un pédé gras. Ronnie Kray prit une arme, emmena son chauffeur au Blind Beggar. Il marcha jusqu'à George Cornell. Cornell se retourna et lui grommela quelque chose. Espèce de pédé! J'en ai assez de toi! Ronnie Kray lui tira dans la tête. Et quelques moments plus tard, il décédait à l'hôpital. La police ne tarda pas à arrêter Ronnie et Reggie Kray pour le meurtre de Cornell. Mais maintenant, la réputation d'hommes brutaux et de célébrités précédait les Kray. Les témoins du massacre à l'hôtel du Blind Beggar ne pouvaient pas ou ne voulaient pas identifier les Kray dans une file de suspects. Les autorités n'eurent donc pas d'autre choix que d'abandonner l'affaire. La décision de ne pas poursuivre sembla stimuler les Kray vers de nouveaux excès. Je pense que ce qui s'est passé avec les jumeaux Kray dans l'est de Londres, c'est qu'ils sont devenus des sortes d'icônes. Nous avons eu au dernier comptage, je pense, quelque chose comme 15 livres publiés sur les jumeaux Kray. Un film a même été fait à propos des Kray avec les frères Kemp, deux pop stars.
Il y a des programmes télévisuels sans fin à propos des Cray et ils sont devenus des objets de culte parce qu'ils semblent représenter une sorte d'âge d'or de l'East London. Un âge d'or d'une société ouvrière où les bandits étaient des bandits et les hommes des hommes. Les femmes connaissaient leur place et les disputes étaient résolues de la façon dont les hommes devaient les résoudre. En fait, ce n'est pas juste. La raison pour laquelle les années 60 furent bénéfiques pour l'East London, c'est qu'il y avait le plein emploi. Ce n'était pas parce que les jumeaux Cray parcouraient les rues en portant des luggers. Au milieu de l'année 1967, la femme de Reggie Cray se suicida par overdose de médicaments. Sa mort eut un impact profond sur Reggie, transformant un homme à l'origine raisonnable et placide en un dépressif grave. Cette dépression mena finalement à l'autodestruction de l'empire du crime des jumeaux Cray. Reggie Cray commença à boire beaucoup et devint morose, complotant l'assassinat de son collègue Jack Ziat McVitie qui n'était pas plus qu'un porte-flingue dans le gang Cray. Jack Ziat, qui ne quittait jamais son chapeau parce qu'il cachait une calvitie, irrita Reggie parce qu'il était une grande gueule, un ivrogne, un drogué et un homme violent avec les femmes. À l'automne 1967, Jack Ziat fut invité à une fête à Stoke Newington. Ce devait être sa dernière. Reggie Cray l'attendait. Il plongea la lame de son couteau profondément dans le corps de Jack McVitie. Le meurtre de Jack Ziat fut la goutte qui fit déborder le vase pour l'establishment britannique, qui jusque-là s'était accommodé des bouffonneries des frères Cray. Au printemps 68, la police fit une descente et arrêta Ronnie et Reggie Cray pour les meurtres de Jack McVitie et George Cornell. Quand il fut évident que les Cray avaient de gros problèmes avec la loi cette fois-ci, beaucoup de leurs cohortes criminelles produisirent des preuves contre eux. Si vous regardez l'organisation que les jumeaux Cray avaient dans les années 60 par exemple, vous aviez les jumeaux tout en haut et 2 ou 3 lieutenants sous eux, et puis après ça, c'était un groupe mutant complètement désorganisé composé surtout d'hommes de main. Si vous regardez la façon dont les Cray ont été éliminés ou gérés par les autorités, par la police, quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant de voir qu'une fois qu'ils ont eu 1 ou 2 informateurs à l'intérieur de la soi-disant structure de l'entreprise des jumeaux Cray, alors toute la structure s'est effondrée. Ça s'est fait très très rapidement. Ronnie et Reggie Cray furent condamnés à la prison à vie, assortis d'une période de sûreté de 30 ans. Les jumeaux avaient 35 ans et n'avaient pas d'espoir de recouvrer la liberté avant la fin du siècle. Entrez dans le pub du Blind Biggar aujourd'hui et vous verrez non seulement un décor qui n'a pas bougé depuis les années 60, mais aussi les attitudes de ces héros folkloriques locaux appelés les jumeaux Cray. Si vous avez la chance, vous entendrez la description détaillée de la fusillade de Ronnie Cray et George Cornell, ou bien vous n'aurez que le silence. Nous avons rencontré des habitués du Blind Biggar souhaitant décrire une petite partie de ce jour funeste. Les gens viennent encore, juste pour prendre des photos et poser les mêmes questions que vous posez. Où a été tué Georgie Cornell? Et on leur fait toujours la même réponse. Il a été tué ici. Mais la plupart d'entre nous n'en parlent pas parce que c'est une vieille histoire et que c'était seulement un incident, c'est tout. On en fait trop là-dessus. Je ne le connaissais pas personnellement, mais on m'a dit qu'ils ont vraiment aidé les plus âgés dans le East End. Ils les ont encadrés financièrement, se sont assurés que personne ne les ennuyait. Je sais qu'ils étaient célèbres en tant que bandits, ce qu'ils étaient probablement, mais ils ont pris soin de leur propre peuple, et c'est ce qui compte. Prendre soin des vôtres. Beaucoup de gens disent que c'est dommage que les Cray ne soient pas dans le coin maintenant. Qu'ils arrêteraient certainement beaucoup de la violence qui sévit dans le coin. J'accepte l'observation, elle a été faite, et elle m'a été faite en tant qu'officier de police, que les Cray étaient bons envers leur propre communauté. Les gens sentaient que pendant que les Cray tenaient la boutique, si vous voulez, d'autres ne le faisaient pas. Et parce que les Cray étaient reconnus comme faisant partie du haut du panier de la criminalité, ils ne permettraient pas à d'autres personnes de voler ou blesser les personnes qui vivaient dans le même quartier.
Je pense que ça tenait plus du mythe que de la réalité. Nous avons eu beaucoup d'assauts et de criminalité ordinaire, mais à un degré moindre que ce que nous avons aujourd'hui. C'était un mythe, une sorte de mythe à la Robin des Bois ou Dick Turpin. En tant qu'officier de police, bien sûr, Robin des Bois, Dick Turpin et tout ça, ce sont juste des petits escrocs. Je n'ai aucune sympathie pour eux. En mars 1995, Ronnie Kray mourut d'une attaque cardiaque à la prison de Broadmoor à l'âge de 61 ans. Ses funérailles se transformèrent en l'un des plus gros événements publics que l'East End de Londres ait jamais vu. Des milliers et des milliers de personnes ordinaires emplirent les rues pour dire adieu à Ronnie. Quand il était plus jeune, Ronnie avait dit à son frère jumeau qu'à sa mort, il voulait que son cercueil soit tiré par 6 chevaux noirs. Reggie Kray prit soin de réaliser le souhait de son frère. Ronnie Kray quitta ce monde en héros de la classe ouvrière. Son frère enterré, Reggie Kray fut renvoyé à la prison de Maidstone pour purger le reste de sa peine de 30 ans. Alors que les Kray étaient à l'intérieur, à l'extérieur, le monde entier avait changé pour toujours. Très peu de choses survécurent de ce qu'était le Londres dans les swinging 60s quand Reggie et Ronnie Kray étaient les patrons du monde souterrain. Même le quartier des Docks, le cœur du territoire ouvrier des Kray, était différent. Des maisons chics se dressent aujourd'hui où se tenaient jadis les entrepôts. L'ordinateur a remplacé le fusil comme arme de choix pour les bandits anglais d'aujourd'hui. Même le crime lui-même a changé, il est devenu un empire immense et les drogues en sont le saint Graal. La véritable différence entre alors et maintenant, c'est le marché. La quantité d'argent à faire dans le crime aujourd'hui est absolument énorme. Si vous regardez les jumeaux Kray, par exemple, dans les années 60, bien qu'ils aient été considérés comme les rois du Londres souterrain, si vous regardez la quantité d'argent qu'ils en tiraient, ça n'était pas grand-chose. Vraiment. Si vous regardez à la quantité d'argent qui est disponible maintenant sur les marchés criminels, c'est simplement fantastique. Et c'est dû largement au commerce de la drogue. Depuis le milieu des années 70, le commerce de la drogue s'est étendu à une telle vitesse et la demande pour des drogues distrayantes s'est développée à un tel rythme qu'il y a bien plus d'argent impliqué aujourd'hui. Je pense qu'on peut comparer ça à l'industrie de l'informatique. Si vous retournez au début des années 70, l'industrie informatique en Angleterre était très petite. Et il n'y avait pas tant d'argent. Maintenant, c'est absolument monstrueux. Nous avons tous des ordinateurs sur nos bureaux, nous avons tous des ordinateurs à la maison. De la même manière, les drogues sont partout aujourd'hui. Des drogues sont consommées par une population considérable de la population britannique. Et le marché d'approvisionnement pour ces drogues est absolument énorme. Donc je pense que les stupéfiants sont un gros truc. Les forces de l'ordre en Angleterre ne pouvaient pas être plus d'accord. Le commerce de la drogue est un vaste appareil à faire de l'argent et un problème majeur. Le directeur du service de renseignement national sur le crime anglais, Vincent Harvey. On a dit que l'héroïne est devenue une drogue bien plus à la mode, bien plus acceptable au fil des dernières années. La cocaïne est aussi une drogue courante. Nous en avons eu beaucoup en importation. Le crack est apparu il y a environ 10 ans. Nous n'avons pas eu l'explosion du crack prédite, mais il s'est répandu doucement et insidieusement dans l'ensemble du Royaume-Uni. Et nous trouvons en permanence des groupes de gens qui prennent du crack. Bien sûr, ces gens mélangent leurs drogues généralement. La défonce incroyable qu'ils tirent de quelque chose comme le crack, beaucoup de gens le prolongent en prenant de l'héroïne. Ça vous donne un effet plus long et une échappatoire à la réalité. Donc nous sommes de gros consommateurs de ces drogues en poudre. Ce qui est très inquiétant pour nous au Royaume-Uni, c'est que nous sommes probablement le plus gros marché au monde pour les drogues de synthèse. Amphétamine, ecstasy, LSD, il y en a tout un wagon, je ne vais pas tous les citer, mais oui, pour les drogues de synthèse, nous sommes un marché très large. Structuré principalement autour de la culture de la dance et des clubs pour les choses comme l'ecstasy, mais aussi les amphétamines et les autres, comme je l'ai dit, qui sont devenus très populaires. Le commerce de la drogue en Angleterre est le maître en termes de crime organisé. C'est différent des États-Unis par les drogues utilisées. Par exemple, dans les années 90, l'ecstasy a été une drogue très importante en tant que partie intégrante de la culture des jeunes et donc en tant que partie intégrante de la culture du crime organisé et des affaires du crime organisé. Si vous regardez les États-Unis, ça n'est en aucun cas aussi central